On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Dans quelques instants, on vous parle de la grande journée des petits entrepreneurs qui va se tenir à Saint-Jean le 3 juin à l'École Vision. Mais d'abord, on reçoit le député de Saint-Jean à l'Assemblée nationale, Louis Lemieux. On va parler beaucoup de santé et d'aînés parce qu'on commence à voir le bout du tunnel pour l'avenir de Georges Faneuf. Discutons avec le député de Saint-Jean à l'Assemblée nationale de différents enjeux, surtout de santé. Il est avec nous. Louis Lemieux, bonjour et bienvenue. Salut Éric, merci de l'invitation. Bon, on parlera tantôt de la Maison des aînés brièvement, mais restons dans la famille des aînés parce qu'on le sait que le dossier ou l'avenir du fameux bâtiment du CHSLD Georges Faneuf, pas loin de nous ici, dans le Vieux-Saint-Jean, c'est un enjeu qui est de longue date. Ça fait partie des engagements aussi de campagne électorale. J'en avais juste deux, dont celui-là. Bon, parlons-en de cet engagement-là, parce que la ministre, Mme Bélanger, était dans le coin il n'y a pas si longtemps. Où en sommes-nous? On comprend que c'est pas mal dans le top prioritaire des bâtiments à refaire. Bien, c'est dans mes priorités depuis que je suis arrivé. C'est pas pour rien que c'est un engagement. Je me souviens d'en avoir parlé ici dans ma première entrevue. Georges Faneuf est trop vieux pour être capable de la refaire. Donc, on ne rénovera pas Georges Faneuf, c'est trop vieux. Il y avait trois solutions. Avec le PDG du CIS, on a travaillé sur plusieurs scénarios. Il y en a un que lui préférait. Après tout, c'est lui qui gère tout ça. Et on a travaillé là-dessus. La pandémie nous a beaucoup ralenti. Je suis désolé, là, ça a l'air d'une excuse, mais c'est toujours comme ça. Et en sortie de pandémie, ça s'est vite concrétisé que c'était le bon plan. La ministre était venue faire un tour dans la région. On aurait pu espérer qu'on pouvait annoncer quelque chose à ce moment-là. On n'a pas été capable. Mais c'est une question de peu de temps avant qu'on puisse annoncer ce qu'on va faire avec Georges Faneuf. Chose certaine, il n'était pas sur la liste des 19 CHSLD qui allaient être rénovés parce que ce sera une autre solution qu'une rénovation. J'ai l'air de parler en parabole, là, mais je ne peux pas aller beaucoup plus loin que ça. Bien là, on peut déduire assez facilement que les résidents qui sont là en ce moment vont être localisés dans un autre building. Oui, mais on ne veut plus construire de CHSLD. C'est pas pour rien que les CHSLD qui seront rénovés seront aux normes avec les maisons des aînés. Je pousse un peu ma chance, là, mais est-ce que les résidents d'ici pourraient être transférés dans la future maison des aînés? Préférablement, non. Parce qu'en fait, on veut des nouvelles places. Voilà, parce que la raison pour laquelle on a eu la plus grosse maison des aînés au Québec, c'est qu'on avait les plus gros besoins. Et on avait un terrain aussi, ça a beaucoup aidé à la maison des aînés. Mais effectivement, ce serait pas une bonne chose. Puis ça a été évoqué à un moment donné, mais on s'est battu contre ça pour avoir les places qu'on va avoir au final avec la maison des aînés. Donc, il pourrait avoir une deuxième maison des aînés. Non. Non? OK. Mais ce n'est pas la solution idéale parce qu'on veut faire vite. En fait, non seulement on ne peut pas rénover Georges Faneuf, mais il est urgent. Et je souligne le mot urgent. De les sortir de là? De les sortir de là. OK. Donc, il faut prendre un bâtiment existant. On comprend. Oui. Tu vas voir que ça va aller... ça va être... C'est pas beau, bon, pas cher, comme le veut l'expression, mais ça va être vite fait, bien fait. Vous voulez annoncer ça quand, à peu près? Oh, le plus tôt possible. En ce qui me concerne, moi... parce que, tu vois, il y a deux choses, là. Il y a la sécurité, on veut déménager... Ils sont encore en sécurité, mais à quel prix, là? Tu sais, c'est un peu comme le pont Champlain, là. On a dépensé une fortune dessus avant de le détruire. Georges Faneuf, c'est un peu ça. Ça coûte très cher à entretenir. Les hivers sont très difficiles. Alors, là, et il y a tellement de besoins pour ce terrain-là et potentiellement cet immeuble-là d'autres façons à Saint-Jean, puis dans le Vieux, que moi, j'y vois une opportunité. C'est pour ça que je suis pressé aussi, pas juste pour l'urgence de... Donc, on comprend que vous allez annoncer quelque chose dans les prochaines semaines pour relocaliser les résidents de Georges Faneuf. J'aime le mot, relocaliser. Bon. C'est ce que moi, j'avais dit dans mon engagement, j'avais dit déménager. On est à la bonne place. C'est la même chose. Et ça aurait pu se faire la semaine dernière, mais finalement, il y a encore des choses à attacher, mais ça s'en vient. Ça s'en vient. Et là, après ça, il va falloir que le CIS Montérégie-Centre dispose de ce bâtiment-là. C'est un joli bâtiment, bon, un peu vieux, j'y suis même né. Oui, donc, comme beaucoup de Joannais, on est né là. Je suis né là ce qui monte ton âge, parce que si c'était en bas de 50, tu serais né à l'autre. En haut de 50, on est né là, ça. Sur la rue Longueuil. Mais est-ce qu'on sait ce qu'on veut ou ce qu'on peut faire avec ça? Ça fait 2 ans que j'ai commencé à travailler avec la Ville, parce que c'est tellement gros
qui a plein de possibilités, puis c'est pas moi qui va décider, sauf que je vais être un peu l'intermédiaire pour aller chercher au gouvernement la capacité que le gouvernement a d'aider le projet ou les projets qui émergeront à partir du moment où le terrain puis les meubles sont disponibles. Faire quoi avec ça? Bien, il y a des expertises à faire, entre autres sur des choses aussi banales que l'amiante à l'intérieur, puis d'autres expertises. Mais ne serait-ce que le terrain. Puis il ne faudrait pas perdre au moins la façade. Puis quand je parle de la façade, je ne parle pas de la nouvelle sur Jacques-Cartier, mais de l'original du côté de la rue Longueuil, qui est belle avec le demi-dôme. Là. Il y a plein de choses à faire avec ça. On verra les meilleures idées, mais la Ville y pense depuis 2 ans. Vous souhaitez une vocation publique à ça? La Ville a besoin... En fait, c'est compliqué. La Ville a besoin d'HLM, là? Oui, a besoin de plein de choses. Et à la municipalité, à chaque fois que tu parles à la mairesse de logement, elle dit toujours oui, mais les infrastructures, c'est pas évident, là. Les infrastructures dans le Vieux, c'est probablement pas le meilleur endroit pour... Tout est sur la table. Et ce qui sera le mieux pour la Ville, c'est ce que je vais aller chercher au gouvernement pour aider la Ville à faire de ce site-là, appelons-le comme ça, et de l'immeuble éventuellement, si on peut en garder une partie, ce qu'il y a de mieux pour la Ville. Bon, je le dis en introduction, on est dans le monde des aînés, donc parlons de la fameuse maison des aînés. Bon, on le sait, là, avec les travaux, mais comme n'importe quel travaux, c'est toujours un peu reporté dans le temps. Là, on a une pas pire date d'ouverture assez prévisible, là? Oui. Avant ou après la fête du travail, ce sera en train de se faire. Alors, l'idée, là, puis je l'ai déjà dit, on n'ouvre pas ça comme un Walmart, on coupe le ruban, on rentre, puis tout est sur les tablettes. Il y a 192 chambres. Il n'y aura pas 192 chambres de remplies la journée où les résidents vont arriver. Et ça va prendre des employés aussi. Voilà. Ça a coûté plus cher à construire pour les raisons qu'on connaît. Ça a été plus long pour les raisons qu'on connaît. Et l'ouverture va prendre plus de temps pour les raisons qu'on connaît, la rareté de main-d'œuvre. Mais Richard Deschamps, le PDG du CIS, me disait on devrait être bon pour partir avec une première cohorte là, de quelque part autour de 50 à 70 résidents. Et c'est une bien bonne chose parce que personne ne sait comment ça va marcher, ce bébête-là. Là. Mais ils sont choisis comment, les résidents? Est-ce qu'on le sait? Oui, c'est un guichet unique au CLSC. Donc, quand on se présente au CLSC ou quand on appelle le CLSC pour demander de l'hébergement de longue durée, il va y avoir une colonne de plus dans les possibilités qui s'offrent au ministère pour fournir la résidence. Là où tout va se jouer, c'est que c'est pas un hôpital où on essaye de vivre une maison des aînés. C'est un milieu de vie dans lequel il y a des services hospitaliers. Quand on fait le 180 degrés puis on le regarde de l'autre côté de la lorgnette, on comprend que il faut que les gens qui aillent là soient capables de vivre, même s'ils ne sont pas autonomes, soient capables de vivre avec ce qu'on a trouvé de mieux à leur confier pour les aider à vivre vieux. Donc, le CIS va bâtir une espèce de grille d'admissibilité sur des critères de ce qu'on veut comme profil d'usager. Et ça aussi, c'est à peaufiner, parce qu'on n'a jamais fait. Il n'y en a pas encore un. Il y en a qui sont ouvertes dans d'autres régions. On va apprendre de ces régions-là, parce que c'était des plus petites maisons. Il y a des endroits où je ne te cache pas qu'on avait des problèmes tellement graves de place qu'on a placé là-dedans des gens qui attendaient des places, mais qui n'auraient pas été nécessairement la clientèle idéale. Puis la clientèle idéale, ça va changer avec le temps, parce qu'à terme, on va en avoir beaucoup. Mais là, pour commencer, on va essayer de s'organiser pour satisfaire à une demande particulière de, moi, je les appelle les jeunes vieux. Et si on est capable, donc, d'ouvrir cet automne, je présume que le CIS a dû trouver quelques rares employés, parce que augmenter le service, c'est bien, mais on le sait, il y a une pénurie comme dans plein de modèles. Il ne faut pas cannibaliser. On veut pas qu'il manque de personnel à Gertrude La France à côté pour aller travailler dans l'autre. Donc oui, ça va ensemble. Mais mine de rien, ça avance, là. On a reçu une première cohorte d'infirmières et infirmiers étrangers qui sont déjà à pied d'œuvre. Il y en a une deuxième qui arrive à la fin du mois prochain. Il va en avoir une troisième. Tranquillement, pas vite, la roue tourne. C'est juste qu'on est tellement habitué à dire « Ah, la rareté de main-d'œuvre, mais ça bouge. » Puis il y a des finissants là, qui sortent du cégep, il y a des finissants qui sortent de l'université. On va y arriver. C'est une côte à monter, c'est une grosse côte. Si on ouvre avec 60, là, il reste encore 132 places de libre. Là. Mais on va y arriver. Là. Puis, je le disais, c'est important d'apprendre à se servir de ce bébite-là. À apprendre aux gens qui vont travailler dedans à amener ce potentiel-là au maximum de ce que les personnes qui vont y vivre peuvent en retirer en termes de bénéfices. Parce que oui, c'est du luxe. Il fallait aller à une prochaine étape. Moi, j'appelle ça CHLD 2.0. Et tu sais, ceux qui disent c'est trop d'argent, trop de béton, on n'a pas le choix. Il faut les soins à domicile d'un côté et l'hébergement de l'autre. On n'en sortira jamais, là. Vous avez dit tantôt d'entrée de jeu que vous aviez 2 engagements. Oui, l'autre, c'est le cégep. Oui, c'est ça. C'est le cégep. Ça avance-tu?
Oui, mais là, il n'y a pas de mais et là, c'est au cégep de jouer. C'est au cégep de travailler avec le ministère. Et c'est la partie clinique du projet du cégep qui est à la fois une opportunité en or pour la région, mais en même temps qui sort un peu du cadre habituel du financement d'agrandissement au cégep. Mais oui, ça va très bien. Il n'y a pas personne là qui... mais ça sera-tu cette année? Sera-tu l'année prochaine? Ça suit son cours. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y avait plein d'autres cégeps qui avaient déposé avant. Moi, ce que j'ai dit, c'est que je m'engage à ce que ce soit fait avant la fin du mandat. C'est 4 ans, un mandat. Et l'idée, c'est que j'ai pas eu un passe-droit. C'est juste que les gens avec qui j'ai travaillé m'ont dit ça va être possible dans le prochain mandat parce que c'est là que ça va se passer. Bon. En terminant, dans votre rôle de parlementaire, vous donnez un coup de pouce au ministre de Chambly, M. Roberge, avec le français. Parlons d'un plan d'action pour le français. D'ailleurs, c'est drôle parce qu'en fin de semaine, je voyais un de vos collègues à l'Assemblée nationale, le député péquiste Pascal Bérubé, qui parlait d'un événement à Trois-Rivières. Il a mis ça sur Twitter, le Poutine Fest, this weekend. C'est incroyable. T'sais. Mais on sait évidemment que le français, c'est un enjeu au Québec en ce moment. Vous y travaillez. Qu'est-ce qu'on va présenter au juste? Ouais. Moi, je suis adjoint parlementaire à la langue française en général et à la francophonie en particulier, parce que là aussi, aux francophonie canadienne, on travaille plus que jamais main dans la main avec le Québec. Mais déjà, ça change. Là. La loi 96, c'est un outil. Okay? Et l'outil, là, à partir du 1er juin, il va se faire sentir. Il va y avoir déjà tout ce qui s'appelle le volet francisation. Ça va être un guichet unique. Quand on parle de réglementation sur les noms et tout ça, l'exemplarité de l'État va devenir omniprésente dans tout ce qui s'appelle municipalité et gouvernement provincial. C'est fini le temps où on vous envoyait de la musique en anglais quand vous êtes en attente ou dans l'ascenseur. Mais c'est un symbole, ça. Mais il y a tout ce qu'il y a en arrière. L'exemplarité de l'État va être maximale. Et ça, c'est le début de ce qu'on va sentir des effets de la loi 96. Mais pendant ce temps-là, le gouvernement va accoucher. Le ministre Roberge est avec 6 autres ministres autour d'une grande table à toutes les semaines. Ils vont accoucher d'un plan d'action à l'automne. On n'attendra pas l'automne pour tout sortir. La ministre de l'Immigration va sortir des choses au sujet de l'immigration en français à presque 100 % de ce qu'on contrôle. Elle va sortir ça très bientôt, là, les règles pour ça. Mais à l'automne, on va avoir un plan global de relance. Puis moi, depuis le début que je me battais puis que je me gênais pas pour dire « Arrêtez de parler de freiner le déclin. Si on freine un déclin, on décline encore. » Puis c'est pas ça qu'il faut. Et le langage que le premier ministre puis que les autres ministres responsables, dont M. Roberge utilise maintenant, c'est la relance. On veut relancer le français. Il y a des endroits où ça paraît moins comme ici, mais il faut pas aller loin vers Montréal pour sentir le poids démographique et le poids de tout ce qui s'appelle numérique, la vie des jeunes aujourd'hui. Il faut vraiment prendre ça à bras-le-corps. Moi, ça me fait tellement plaisir parce que la loi 96 puis les 4 premières années du gouvernement, c'était mon leitmotiv. Puis là, maintenant, je suis dedans, j'adore ça. Il y a une transformation dans nos communautés. La semaine dernière, on recevait le directeur du service de police. Oui. Ils ont mis sur pied un projet intégration là, pour expliquer un peu ce que la police fait, parce que parfois, les communautés ne voient pas la police comme nous, on la voit, tout dépendamment du pays d'où on vient. Mais il y avait une stat, c'est intéressant. À Saint-Jean, 4200 personnes sont issues des communautés culturelles. Il y a 20-30 ans, il y en avait quelques centaines. Aujourd'hui, on parle de 4000 sur 100 000. Ils ont même gagné un prix aussi, je pense. Oui, tout à fait. Ils ont gagné un prix là-dessus. Parce qu'il faut s'en occuper, même chez nous. Là. Mais c'est là qu'on voit que même nos banlieues très blanches et francophones sont appelées à changer. Là. Tu sais, ce qui a changé beaucoup là, récemment, puis la raison pour laquelle on a donné un coup d'accélérateur, c'est que c'est seulement de 5 ans en 5 ans qu'on a les résultats du fameux recensement. Et là, au dernier recensement, que ça a été publié après l'adoption de la loi 96 à l'automne, on s'est rendu compte qu'il y avait eu des baisses importantes. Moi, j'aime pas les indicateurs de langue parlée à la maison parce qu'on peut encore parler n'importe quelle langue à la maison puis avoir un français pour la langue commune. Mais même chez nous, les chiffres... Puis je suis allé à la Société nationale des Québécois qui a fait un après-midi de fin de semaine sur la langue. Puis il y a quelqu'un qui disait « Oui, mais ça a baissé juste de 2 % 2 % chez nous, c'est énorme. On a beau passer de 96 à 94, ça reste beaucoup, parce que c'est le cas partout au Québec. Donc, pour moi, le réveil, il est sonné. Les solutions, on va les apporter. Mais tu sais quoi? C'est pas le gouvernement qui va changer ça. C'est le monde. On leur donne les outils, on va donner aux gens, y compris pour la langue d'affichage, comme ton Poutine Fest, là. This weekend. À Trois-Rivières. Langue d'affichage. Mais ça va commencer par l'exemplarité de l'État. Et tu vas voir, on va être exemplaire.
Louis Lemieux, vous êtes toujours exemplaire. Je vous en prie, mon cher ami. Est-ce que votre collègue député ministre de Chambly vous invitait à sa course? Il fait une course, lui, la course du député à Chambly. Non, il m'envoie à sa place à d'autres événements. Je vais aller à Moncton là, très bientôt, à Caraquette. Je vais me promener pas mal parce qu'on ne sera pas trop deux pour couvrir la francophonie canadienne. Merci beaucoup. C'est beau. Salut, Éric. À la prochaine. Restez avec nous. On vous revient après ceci. Parlons de la grande journée des petits entrepreneurs. C'est la 10e édition et ça va se tenir le samedi 3 juin à l'école Vision, ici même à Saint-Jean-sur-Richelieu. Deux invités pour en parler. D'abord, Dr Catherine Hamel-Paquet. Bonjour à vous. Allô, là, je suis une maman. Là, je ne suis pas un docteur aujourd'hui, mais oui, bonjour. Mais quand même, maman et docteur. Et voilà. Accompagné également d'un des participants, Benjamin Durand. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Bon, qu'est-ce que c'est d'abord la grande journée des petits entrepreneurs? Donc, la grande journée, c'est québécois. Ça a été monté par une équipe là, bien québécoise pour favoriser l'entrepreneuriat chez les jeunes. Donc, des 5 à 17 ans, ce qu'ils voulaient, eux autres, c'est pouvoir trouver une façon que ces jeunes-là puissent être exposés à construire leur entreprise d'un jour, du début à la fin. Donc, ils ont créé cette journée-là, mais c'est plus qu'une journée. Dans le fond, les jeunes s'inscrivent et ils ont un parcours qu'ils peuvent faire pour être capables de construire leur entreprise. Donc, ils sont guidés pour le choix du nom, le choix des produits qu'ils veulent vendre, le choix de ce qu'ils vont, de comment ils vont le faire, de l'achat des matériaux, les profits et tout ça. Fait qu'ils sont tous guidés là-dedans, établir leur prix et tout ça. Puis là, ils viennent vendre leurs produits le 3 juin. Bien, en fait, c'est toujours le premier samedi là, de juin depuis maintenant 10 ans. De quelle façon les jeunes s'inscrivent-ils? C'est via des organismes, via des écoles, via... C'est via le site, en fait. Donc, c'est la grande journée des petits entrepreneurs. Ils vont là-dessus, puis ils s'inscrivent. Puis une fois qu'ils sont inscrits, là, ils peuvent choisir où est-ce qu'ils veulent faire leur entreprise. Donc, ils peuvent le faire à la maison. Ils peuvent le faire dans des marchés privés, comme par exemple, ici, l'École des Privaires fait un marché privé. Donc, c'est juste les gens de leur école qui participent. Ils peuvent le faire dans des marchés publics. Donc, nous, à Saint-Jean, on en est un. Puis, il y a le Carrefour Jeunesse Emploi aussi qui en fait un au marché public ici à Saint-Jean. Qu'est-ce qui fait que vous êtes impliqué là-dedans? Je trouve que c'est hyper intéressant. Bon, comme médecin qui travaille dans une clinique médicale, veut pas, on fait un peu de l'entrepreneuriat, puis je suis pas bonne là-dedans. C'est très drôle, ça. Vraiment. Ouais. Mais on le fait par la force des choses parce qu'on gère une clinique médicale. Mais je trouvais que c'était passionnant, puis ça l'offrait aux jeunes l'opportunité de découvrir quelque chose, de découvrir un peu comment se partir en affaires à une base à leur niveau. Puis ça leur donne une expérience incroyable pour la suite des choses. Fait que je reviens à ça, les jeunes qui s'inscrivent, je comprends qu'ils s'inscrivent en ligne, mais qui leur parle de ça? Est-ce que c'est dans les écoles ou ailleurs qui sont incités à aller voir ça? Bien, eux autres, ils font de la publicité à travers leurs principaux commanditaires. Et effectivement, là, ça, c'est les commanditaires qu'on a ici. Je pourrais en parler. Ouais. Mais ils font la publicité comme ça. C'est sûr qu'ils envoient l'annonce dans les écoles un peu partout. C'est de plus en plus connu. Là, on a vu la semaine dernière qu'il y a 2400 à peu près petites entreprises qui sont inscrites cette année. Et ensuite, les marchés qui organisent, comme nous, bien là, nous, on va publiciser ça partout où on peut. D'où notre passage ici aujourd'hui. Dans les journaux locaux. Là, nous, on a fait une page événement Facebook également sur laquelle on met toutes les affiches de nos petits entrepreneurs et tout ça. Fait que c'est un peu comme du bouche à oreille, si on veut, plus sur leur site à eux. Là. Bon. Benjamin, tu as quoi, 13 ans en ce moment? Oui. Bon. Explique-nous un peu de quelle façon tu as été mis au courant que ça existait puis que tu as décidé de t'inscrire. Ça a été plutôt inspiré... Bien, mon ami Yannick m'a inspiré à faire ça. Ma mère aussi m'en a parlé. Puis, ma papa de même. Mais t'avais-tu déjà une idée en tête de ce que tu voulais faire? Oui, un peu. C'était quoi? Des briques Lego. Donc, c'est ce que tu as amené ici, là. Je vais les montrer.
Bon, vous allez me dire qu'est-ce que c'est que ces petits cubes en question. Explique-nous un peu, c'est quoi ça? Ça, c'est un cube anti-stress qui se refait à l'infini. Dans le genre, c'est comme, tu peux le faire sans besoin de trop te déranger, bizarrement, ou juste comme ça. Puis, ça peut être utile pour relaxer quand tu stresses. Parce que des fois, tu sais, il y a les trucs, il y a des petites boules, des fois, qu'on Ouais, peut écraser. ouais. Moi, des fois, ça me prend souvent un stylo dans les mains. On dirait qu'il n'y a pas de stylo, je suis inconfortable. Ça, dans le fond, ici, mais c'est fait à partir de blocs Lego, c'est Ouais. ça? Qu'on peut faire et défaire à l'infini. Ben oui. Bon. Puis aussi refaire, Ah, réparer. OK, j'avais pas vu que ça pouvait faire ça aussi, là. OK. Mais comment cette idée-là t'est venue? Par une vidéo sur Internet. Tu as trouvé ça, là? Ouais. Là, tu t'es dit, moi, je pourrais recréer ça. Ouais. Puis, c'est quand même bien. Puis le fun à jouer avec. Tu as passé beaucoup de temps là-dessus? Ouais, quand même. OK. Bon, il y a combien de participants comme Benjamin? Cette année, c'est exceptionnel. À notre marché, à nous, on a pour l'instant 26 petites entreprises. On a mis la barre à 30 maximum, question de logistique. L'année passée, on en avait 12. L'année passée, c'était notre première année. Là, on en a 26 et ça donne 38 petits entrepreneurs. 38? 38 jeunes qui viennent. Puis là, De tous âges, là, c'est ça, là? Là, j'ai la plus vieille, je pense que c'est une jeune fille, elle a 14 ans, je crois. Mais OK. l'année passée, ma grande de 17 ans avait participé. Puis elle avait fait un succès monstre. Puis il y a des avec très ses jeunes toiles. aussi? On a des 5 ans, on a même un 4 ans cette année qui participe, oui. Avec sa petite entreprise. là. Oui, Et c'est- qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il vend? Qu'est-ce qu'il... Bien, cette petite entreprise-là, c'est deux. C'est une fratrie de 4 ans à 5 ans. Puis leur maman a fait de la vente de Tupperware. Fait qu'eux autres, ils viennent, ils ont choisi leur plat, puis ils vont venir vendre ça. Mais on a de tout, là. Moi, mes garçons participent. Ils vont faire de la limonade à la menthe avec des petits gâteaux, là, genre de petits brownies, mais limonade, citron, menthe, décoré comme un peu un barbecue. Il y en a qui viennent, ils vont vendre des plantes, des pots, de l'or. On a beaucoup de nourriture, nous, cette année. L'année passée, on en avait un qui faisait... il y avait un parcours d'auto-téléguidé, puis les gens, ils pouvaient louer l'auto pour quelques minutes, faire le parcours. Fait que c'est vraiment diversifié, puis c'est vraiment les idées des jeunes. Fait que c'est ça qui est fascinant. Ils partent de leur idée, puis là, ils la montent, puis ils la fabriquent, ils la produisent, puis ils viennent vendre ça. Là, je reviens au cube anti-stress. Là, tu en as fabriqué combien à ce jour? Pour l'instant, j'en ai genre 6 encore. 6? Ouais. Mais là, Ok. c'est parce que je les ai reçus hier. Faut que Non. tu les montes, c'est ça? Ouais, pour le 3. Est-ce que c'est long à faire? Pas À assembler? pour moi, je suis habituée, puis c'est pas très long pour moi, OK. parce que je suis habituée. Puis as-tu déterminé un prix de comment tu veux les vendre? Ouais, 28. Une petite partie pour moi, une grosse partie pour en acheter d'autres, puis une petite partie pour un refuge animal. OK. T'as une note là. Là, tu veux vendre ça 28 $. Ouais, Il y a un petit profit pour toi. ouais. Puis évidemment, tu veux te garder des fonds pour en acheter d'autres. Ouais. Mais tu veux aussi donner une partie des recettes pour un refuge. Qu'est-ce que c'est? Un refuge animal. Est-ce que tu as déterminé celui à qui tu voulais donner? Ouais. Moi et ma mère, oui, on l'a déterminé. OK. Puis pourquoi le refuge animal? Qu'est-ce qui te... Parce que moi, j'aime beaucoup les animaux. Puis c'est un truc qui peut être utile pour... ça peut aider les animaux, puis qui sont en difficulté, genre... Tu comprends? Genre les OK. chats dehors. Ça peut aider. Donc, tu as vraiment une conscience sociale à l'égard là, du bien-être animal. Ça te préoccupe, là. On en a quelques-unes de petites Ah ouais? entreprises comme ça qui font des dons de leurs produits, là. Vous, vos filles, ils font quoi? Bien, j'ai une grande fille, puis mes garçons, c'est ça, ils font, Vos garçons, ils font pardon, ouais. la petite entreprise de limonade. De limonade. menthe, OK, moi, c'est eux ouais, qui font ils ça. font là. ça. OK. Là, dans le fond, c'est pas la première fois que vous participez à ça? En fait, moi, je suis l'organisatrice principale. C'est moi qui ai emmené cette idée-là. Puis j'ai connu ça par ma sœur qui le faisait déjà, elle, dans l'école de ses comprends. enfants. Puis j'ai trouvé ça fascinant. Fait que j'ai fait, OK, moi aussi, j'aimerais ça. Ça a pris du temps avant de le démarrer. Il y a eu la pandémie. On l'a fait l'année passée, puis on le refait cette année tellement ça a bien fonctionné, là. Bon, là, vous avez quelques commanditaires Oui. locaux là, qui vous ont donné un coup de pouce Tout à fait. dans l'événement. Ça, c'est bien. Ah, c'est C'est extraordinaire. On a juste envoyé, là, c'est surtout des gens de parents de l'école, mais on en a quelques-uns que non. C'est des contacts, là, par-ci, par-là. Puis c'est fascinant, l'offre qu'on a eue cette année. Fait qu'on a de magnifiques commanditaires qui vont venir. On a un jeu gonflable. Ça nous permet d'acheter de toute la décoration. Ça nous permet d'acheter
En fait, il y en a qui vont offrir le lunch, des cadeaux. On a des certificats cadeaux pour le tirage. On a les boissons. On a des balles anti-stress aussi. On a une panoplie là, de commanditaires. C'est vraiment fascinant. Bon, d'ailleurs, on les voit tous, évidemment, sur votre affiche. Oui. Donc, l'événement se tient le samedi 3 juin. C'est à l'école C'est ça. Vision à Saint-Jean, là, dans la partie, disons, pas très loin de l'autoroute 35, le stade de C'est soccer, ça. pour vous situer un peu, là, le secteur des Colibris, pour être plus précis. C'est de quelle heure à quelle heure? C'est de 10h à 14h? C'est ça. C'est le 3 juin. Puis, j'ai pas nommé, mais le centre d'action bénévole, le CABIR, là, Oui. le CAM, on va recueillir des denrées pour eux. Ils nous fournissent les tables et chaises. Puis, on va avoir le vaisseau de l'Étoile qui va être là aussi. Aussi? Oui, ils viennent faire un Parce que je tour. comprends aussi, vous êtes en médecine privée, mais vous travaillez aussi pour C'est l'Étoile. ça. Fait qu'ils vont venir faire une petite présentation. Donc, vous de avez c'est réussi quoi, à mettre la main sur l'engin, sur le vaisseau. Et voilà. Puis Ouais. Éric Christensen va venir faire une petite présentation aussi de l'entrepreneuriat social Ouais. à nos petits entrepreneurs. OK. Est-ce que tu te savais entrepreneur, Benjamin? Non, pas dans le passé. Donc, tu te découvres un nouveau talent. Ouais. Est-ce que c'est plaisant de monter son propre projet comme ça? Ouais, peut-être un peu. C'est sûr que des fois, on peut penser que c'est peut-être stressant des fois pour genre savoir tout. Mais quand on a une mère qui a déjà fait ça, c'est plutôt facile. Ça donne un bon coup de pouce, hein? Mhm. OK. As-tu d'autres projets pour l'avenir? Peut-être faire d'autres affaires, genre des mocks, puis peut-être d'autres trucs anti-stress. Pas pour l'instant, on veut faire ça parce que c'est pour le faire. Mais plus tard, faire d'autres affaires. Là, est-ce que tu as testé le produit, autrement dit? Est-ce qu'effectivement, quand tu tapotes ton petit cube, es-tu moins stressé? Bon sang, dans le temps, mes ongles étaient dégueulasses. OK. Je les Donc, tu as arrachais. cessé de te ronger les ongles depuis que tu Ouais. joues avec ça? Ouais, quand même. Ça, c'est intéressant, ça. C'est un bon truc. Mon garçon, il l'a vu, là, il a fait sa commande, il l'attend. C'est très C'est le bien. fun parce que là, ça se parle Ouais. tout. Là, sur la clôture, on a mis les affiches. Fait que là, les jeunes, ils voient leur petit nom, puis là, ça se parle. C'est un engouement monstre. C'est vraiment le fun. Alors donc, la grande journée des petits entrepreneurs, samedi 3 juin, de 10 à 14 heures à l'École Vision à Saint-Jean-sur-Richelieu, dans le secteur Colibri. Donc, 38 petits entrepreneurs entre 5 et 17 ans à découvrir. Merci beaucoup. Bonne Un chance pour la immense suite. Merci. Restez avec nous. On vous revient après ceci. Comme à chaque année, la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu organise une fête interculturelle. Ça va se tenir cette année le samedi 11 juin à la place publique dans le Vieux-Saint-Jean. La thématique, on s'envole vers le Mexique, donc une fête interculturelle aux couleurs du Mexique. Prochain rendez-vous pour nous, c'est demain. Bye-bye.